constitue le minimum pour prétendre à réactiver l'emploi, la transmission, et donc aller vers un sauvetage de ces langues. Pour cela, on a besoin d'outils, et les offices publics sont cet outil pour le moment, sont des organismes de politique linguistique qui peuvent piloter le développement de l'enseignement bilingue. Comment, avec qui, sous quelle forme, c'est pour répondre à ces questions que nous avons souhaité donc qu'ils exposent ici donc leurs expériences qui se situent à des stades et sous des formes différentes. Ils ont œuvré et œuvrent toujours à cet objectif. Donc je laisse la parole aux différents représentants des 4 offices, une dizaine de minutes pour qu'ils nous expliquent synthétiquement leurs expériences, leurs réussites, avant de compléter les échanges par des questions ou des demandes de précision. Et nous garderons quelques minutes en fin de session de travail pour des questions de la salle éventuellement. Olivier, York, il doit fonctionner, je pense. Non. Je peux le faire comme ça, à droite. Non. Pour l'enregistrement. Bien. Bonjour à tous. Donc Olivier Mioc, je suis responsable du pôle transmission à l'Office public de la langue basque. Donc l'Office public de la langue basque, très brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement d'intérêt public. Il existe plusieurs types de structures juridiques pour les offices. Nous sommes un GIP, un groupement d'intérêt public, qui regroupe en son sein l'ensemble des niveaux de pouvoir public qui existent au Pays Basque. Donc ça commence par l'État, avec 3 ministères qui sont représentés, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques et la communauté d'agglomération Pays Basque qui regroupe les 158 communes du Pays Basque. Donc le Pays Basque, sa situation géographique et administrative, elle est un peu comparable à celle de la Catalogne Nord, puisque on est un territoire transfrontalier, on a une communauté autonome au sud où la langue est officielle. C'est 300 000 habitants et environ 50 000 locuteurs actifs aujourd'hui sur la partie nord du territoire, de 16 ans et plus. Donc au sein du GIP, j'ai dit tous les niveaux de pouvoir public, 4 membres, et qui financent chacun à part égale l'office. Donc 25%, chacun amenant 860 000 euros à l'OPLB. Et pour l'État, donc ces 860 000 euros sont divisés en 3 parties, un tiers pour la culture, un tiers pour l'éducation nationale et un tiers pour le ministère de l'Intérieur. Donc créé en 2004 l'Office, et en 2006 il définit donc le projet de politique linguistique, puisque la mission de l'Office c'est la définition et la mise en œuvre de la politique linguistique. Et ce projet créé et voté à l'unanimité en 2006 fixe 12 enjeux, 3 enjeux liés à la transmission, 5 enjeux liés à l'usage de la langue et 4 enjeux transverses. Concernant la transmission, quand je parle de transmission donc, via l'école, qui est aujourd'hui le vecteur majeur de la transmission de la langue, de transmission via les structures d'accueil de la petite enfance et les crèches. On a un dispositif de labellisation de crèches au Pays Basque avec 3 modèles, A, B et C, selon le type d'accueil bilingue qui est offert ou immersif. Et la transmission familiale. Et dans ces enjeux, on a aussi ajouté, avant c'était un enjeu transverse, la transmission du basque aux adultes. Et ensuite, l'usage, ça comprend les médias, la toponymie, les centres d'accueil et de loisirs, enfin, tout ce qui permet d'utiliser la langue dans la vie de tous les jours. Voilà. Et parmi les enjeux transverses, donc, il y a la qualité de la langue, la motivation, qui est l'enjeu principal pour apprendre une langue aujourd'hui, et le troisième, je ne l'ai plus en tête, donc vous irez le retrouver sur le site de l'OPLB. En matière d'enseignement, donc, c'est structuré d'une manière un peu particulière. Nous avons une convention dont l'OPLB n'est pas signataire. C'est une convention qui est signée par les 4 membres de l'OPLB, donc l'Éducation nationale, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques et la communauté d'agglomération Pays Basque. Et cette convention, elle désigne l'OPLB comme structure opérationnelle. En gros, on est chargé de mettre en œuvre et d'animer le dispositif de concertation.
Donc toutes les décisions se prennent au sein de l'Assemblée Générale de l'OPLB, et chaque année on vote le programme de travail de l'année à venir et le bilan de l'année écoulée. Et donc ce programme de travail il s'articule autour de deux gros chantiers, un chantier quantitatif et un chantier qualitatif. Le chantier quantitatif, c'est le développement de l'offre, faire en sorte que l'offre soit accessible sur tous les territoires et dans les trois filières, public, privé catholique et privé associative immersive chez HK. Et un chantier quantitatif de structure, qui comprend 7 orientations qui visent à l'amélioration de la transmission de la langue via l'école. Alors c'est des orientations qui concernent soit le premier degré, soit le second degré, soit les deux degrés en même temps, et qui concernent la formation des enseignants, les dispositifs de certification, le développement des disciplines non linguistiques en langue basque au collège et au lycée, et puis vous l'avez entendu parler aussi, le développement des expérimentations immersives dans l'enseignement public et privé catholique. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser la parole à mes collègues et puis on reviendra après les questions. Muchas gracias. Philippe, si ton même question, expérience, objectif, présentation. Merci, des Paul. Donc, l'Office public de langue bretonne, c'est un EPCC, c'est pas un JP, donc un établissement public de coopération culturelle, qui a été créé en 2010 et qui reprenait en bonne partie les missions qui étaient assurées auparavant par une association préexistante qui avait été créée en 99, qui s'appelait Office de la langue bretonne, donc on a rajouté public, donc, avec le changement de statut. Actuellement, le budget c'est 1 700 000 €, 27 agents de droit public. Alors nos missions sont diverses, ça reprend en bonne partie ce qui a été expliqué pour l'Office de la langue basque. Nous avons également, nous plus spécifiquement, des missions sur la langue en tant que telle, normalisation de la toponymie, terminologie, traduction technique, accompagnement des collectivités pour la mise en place et le développement de la présence de la langue dans la vie publique. Par exemple, nous coordonnons tout ce qui est signalisation routière en Bretagne à tous les niveaux, communal, départemental et également en voirie nationale, puisque l'État a accepté en Bretagne de commencer à de déployer un jalonnement bilingue sur les routes nationales. Donc ça, c'est aussi l'OPLB qui coordonne ça. Plus spécifiquement, donc, concernant l'éducation, comme il a été dit, donc il existe en Bretagne. Alors nous travaillons, je ne l'ai pas dit, sur 5 départements et donc sur 2 académies, puisque la région Bretagne administrative, c'est simplement 4 départements. Et nous avons un 5e département, la Loire-Atlantique, qui fait partie d'une autre région, la région des Pays de la Loire. Donc, à l'intérieur de l'OPLB coexistent donc l'État, les représentants des 2 régions, et puis des 5 départements, sachant que là, on n'est pas sur les financements sur des pourcentages égaux, on est vraiment sur un engagement de la région Bretagne qui est nettement supérieur à la participation des autres collectivités, que ce soit l'État ou les départements. Donc, concernant l'éducation, en région Bretagne, donc dans l'Académie de Rennes, il existe une convention, donc, comme au Pays Basque, dont nous ne sommes pas signataires non plus. C'est une convention entre la région, les universités et l'État, préfecture et l'éducation nationale. Et dans l'Académie de Nantes, nous n'avons pas de convention. Donc là, le travail se fait de manière très très différente dans les 2 académies. Et concrètement, bien sûr, dans l'Académie de Rennes, où nous bénéficions d'une convention, il est beaucoup plus facile d'avancer que dans l'Académie de Nantes. Donc nous avons pour mission, cette convention a permis pas mal d'avancer. Nous disposons actuellement d'un pourcentage réservé au concours de professeurs pour les bilingues. Donc, pourcentage qui n'est pas toujours respecté par l'État, mais quand même qui a permis de poser pour la première fois depuis 2015
une augmentation progressive du nombre de professeurs bilingues. On devait passer de 15 à 20%, donc on n'est pas exactement à 20%, mais nous avons ce pourcentage, ça c'est extrêmement important. Nous n'avons plus de seuil d'ouverture, alors que pendant longtemps nous avions des seuils d'ouverture assez difficiles en maternelle. On demandait un minimum de 15 enfants de plus de 3 ans. Alors dans les zones rurales c'était assez difficile, parfois il fallait avoir dès la première année la moitié de l'école maternelle pour pouvoir ouvrir la classe bilingue. C'était une difficulté. Donc nous n'avons plus cette difficulté. Et maintenant, nous disposons d'un plan de développement, qui s'appelle pas plan de développement en Bretagne, il s'appelle carte d'épaule, mais bon, ça joue exactement le même rôle. Carte d'épaule qui est revue tous les 2 ans, et donc en accord avec l'éducation nationale, maintenant sont définis 2 ans à l'avance les sites qui doivent ouvrir pour chaque département, et combien de sites par département. Et cette carte, elle est validée en conseil académique et langue régionale. Et derrière, nous avons un protocole de travail, donc là qui a été signé entre le recteur et la présidente de l'Office public de la langue bretonne. Et ce protocole de travail donc, répartit le rôle de chacun des acteurs pour mettre en place donc, la feuille de route qui était acceptée, donc validée par le CALR. Donc là, c'est très clair. Toutes les écoles à ouvrir en maternelle, en collège, en lycée sont votées en CLR. Et derrière, l'OPLB travaille donc avec les services de l'éducation nationale et aussi les associations de parents d'élèves pour concrétiser cette carte d'épaule donc qui est validée. Donc, nous avons maintenant une visibilité sur le développement, chose que nous ne disposions pas avant 2015. Donc concrètement, depuis 5 ans, on a doublé le nombre d'ouvertures, toutes filières confondues en Bretagne. Donc à la rentrée, là, on a ouvert 20 nouveaux sites entre l'enseignement public, l'enseignement catholique et une école du monde également. Alors, sachant que l'OPLB intervient essentiellement quand même sur l'enseignement public. Donc voilà, à peu près, grosso modo, je ne sais pas si c'est assez clair. Merci. Estelle Cross, même exercice. On change d'échelle, évidemment, pour l'espace occitanophone. Qui nous explique. Merci ça. Donc, Estelle Cross, directeur de l'Office public de la langue occitane, qui est un groupement d'intérêt public, comme l'Office public de la langue catalane et comme l'Office public de la langue basque, qui a été créé au 1er janvier 2016 et qui a fait œuvrer à l'élaboration d'un cadre avec l'éducation nationale et avec les régions membres de l'Office public ainsi que les collectivités territoriales et volontaires, un cadre contractuel au travers des conventions qui ont été signées, je vais y revenir, parce que nos missions concernent la transmission et l'usage de l'occitan, transmission, tout ce qui concerne l'enseignement évidemment, mais aussi la formation pour les adultes et tout ce qui est socialisation, l'usage, à savoir les médias et tout ce qui peut permettre aux locuteurs d'être actifs en langue occitane. On a une particularité qu'on partage avec les Bretons, c'est qu'on est sur une échelle interacadémique, alors qui est plus large que les Bretons, puisque nous sommes sur 5 académies, et encore, donc Poitiers, Limoges, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, et encore, avec ça, nous ne couvrons pas l'ensemble, évidemment, du territoire de la langue occitane. Donc, 5 académies avec 2 antennes, une à Toulouse et une à Bordeaux. Nous serons prochainement 7 agents pour 22 départements du coup, qui sont tous aux parties occitanophones. Ici, sur la région d'Occitanie, ça a été dit, nous sommes sur 13 départements en comptant le territoire de Toulouse, ici dans les Pyrénées orientales. Ce qui fait que, effectivement, la tâche est immense, les attentes sont immenses, et l'équipe qui va être renforcée prochainement nous va permettre de mettre en œuvre toutes les missions qui nous ont été confiées. Au niveau du budget, pour l'instant, le budget est principalement composé des apports des régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, puisque jusqu'à présent, le budget de l'État au sein de notre office était de 3%, en comparaison avec les 25% du budget de l'État au sein de l'Office public de la langue basque ou de l'Office public de la langue catalane.
mais le ministre a annoncé qu'il allait augmenter le budget de l'Office, donc nous aurons une petite augmentation de point de vue numéraire, une enveloppe dédiée à un programme d'activité pour accompagner l'enseignement. Et nous aurons un deuxième poste de chargé de mission qui sera une expédition de l'Office. Et donc le ministère nous paiera un poste d'inspecteur de l'éducation nationale pour la mise en œuvre des conventions. Donc sur ces conventions, nous sommes dans une situation assez particulière puisque à l'échelle interacadémique, nous ne pouvions pas signer qu'avec un seul acteur. Donc, nous avons signé une première convention. Alors quand on parle de convention, ce sont les conventions qui sont prises au titre de l'article L310 du Code de l'éducation et donc qui associe l'État et les collectivités territoriales pour mettre en œuvre les modalités et définir les modalités d'enseignement de langue régionale. Donc nous avons signé avec la région Occitanie, avec la région Nouvelle-Aquitaine et avec le ministère de l'Éducation nationale une première convention que nous appelons dans notre jargon national et qui couvre 5 académies. De cette convention nationale se déclinent 5 conventions académiques, une avec chaque académie. Donc Bordeaux que nous avons signé en 2017, Limoges que nous avons signé en 2018, et Toulouse et Montpellier, désolé j'ai du mal à respirer, Toulouse et Montpellier que nous signerons donc avec la région Occitanie et les recteurs de Toulouse et Montpellier le 10 novembre à Toulouse. Enfin, on a une date. Voilà, il y a une date. C'est Donc nous allons évidemment, nous sommes en lien avec la région et nous allons évidemment éviter les associations de professeurs occitaniens et de parents. Donc pour nous l'objectif par rapport à la langue occitane, c'est aussi de rattraper un peu le retard qui a été pris par rapport à d'autres langues régionales en France. Et je me réfère à la commande qui a été celle du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture de commander un rapport à l'inspection générale sur la question de l'enseignement de la langue occitane, de la langue occitane en général et de la culture, et aussi spécifiquement la langue occitane suite à la consultation qu'avait lancée le président de la République. Il y a eu beaucoup de remontées en Occitanie en particulier sur la question des langues régionales, et donc les ministres ont voulu savoir pourquoi il y avait autant de remontées. Donc nous espérons que ce rapport sera publié prochainement et pourra nourrir une réflexion pour améliorer le statut de la langue occitane et pour aussi des autres langues régionales. Parce qu'il faut préciser que dans l'échelle des normes, effectivement, les conventions sont importantes et elles permettent d'améliorer forcément les relations et d'accentuer l'efficacité des politiques publiques. Mais les conventions dans l'échelle des normes sont inférieures évidemment à la Constitution, qui prévaut sur la loi, qui prévaut sur les décrets, qui prévalent sur les arrêtés, etc. Et on l'a vu, on a été en difficulté, ça a été évoqué à l'Assemblée générale de l'Office public de la langue occitane, on a été en grande difficulté, et on est encore sur la question de la réforme du lycée. L'Assemblée générale de l'Office public de la langue occitane a pu s'exprimer sur la question, et a fait un travail au sein du ministère pour faire remonter aussi des propositions. Nous allons être en difficulté avec le plan langue aussi du ministère, donc là aussi on aura évoqué cette question. Et l'Assemblée générale de l'Office public de la langue occitane souhaite donc proposer une réflexion au ministère sur la question du plan langue, puisque la question de fond en fait c'est celui du statut de l'enseignement de la langue occitane et des langues régionales en général. La loi d'Exxon en 1951 a créé un statut de l'enseignement de la langue occitane en nous proposant un statut qui était certes optionnel mais qui venait en addition des autres enseignements. Puis les différentes réformes ont petit à petit mis en concurrence l'enseignement de l'occitan, qui a pu néanmoins se développer dans le cadre des disciplines non linguistiques. C'est-à-dire qu'ont pu être développés les enseignements bilingues, au sein des DML. Et quand on regarde les chiffres, ils sont publics, nous les publions et nous les présentons à l'Assemblée générale, on voit que sur les enseignements de langue, il y a une stagnation, voire maintenant une baisse au niveau du lycée, qui est assez conséquente. On a eu moins 20% d'élèves suivant un enseignement de la langue occitane au lycée à la dernière rentrée.
Là, les premiers chiffres font encore état de baisse que nous recevons. Sur l'enseignement de l'occitan en discipline non linguistique, donc dans les filières bilingues, que ce soit au collège, lycée, plus récemment, et sur les écoles primaires, nous étions en progression. Mais aujourd'hui, il y a, avec le plan langue, une mise en concurrence des langues régionales, de la langue occitane, je parle de la langue occitane, avec les langues étrangères. Et donc, il y a une réflexion que souhaite mener l'Office sur la question d'un statut qui fasse en sorte que l'occitan soit pris en soustraction d'une autre discipline, puisqu'en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et avec la mise en concurrence des disciplines non linguistiques, il y a aussi une soustraction qui va être opérée sur la langue occitane, pour que l'occitan redevienne quelque part une discipline qui soit en addition, comme c'est le cas dans le cadre de la loi d'Aixonne. Alors, sur l'enseignement intensif, extensif, on l'a évoqué. Pour l'occitan, on est un peu moins dans le cas des Bretons ou des Basques, puisque l'occitan étant une langue romane, nous arrivons à produire, à avoir des locuteurs de langue occitane qui ont suivi des enseignements extensifs, grâce à notre appartenance à la grande famille latine des langues romanes. Et donc, pour nous, la question de l'enseignement extensif est très importante, même si l'enseignement bilingue reste prioritaire dans le cadre de la politique que nous menons avec les réseaux et les rectoires pour développer le nombre de l'occitan. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le directeur de l'hôtel Catalane, Pierre Missot. Donc évidemment, c'est difficile de demander à l'OPLC de faire état de son expérience, puisque vous êtes en pleine phase de lancement et d'organisation. Et du coup, la question ça portera plus sur où est-ce qu'on en est du lancement, malgré les circonstances qu'on connaît, et quels sont les premiers objectifs, qu'est-ce qui est visé en priorité. Merci. Comme vous avez pu le sentir, je pense, lors des mots d'introduction et d'accueil, on est très fiers et contents de vous montrer qu'on a aussi notre office de langue catalane. Vous avez entendu les élus à ce sujet et je partage tout à fait ce point de vue. Alors, à ma place de directeur de cet établissement public administratif, on a effectivement mis ici le format d'un GIP. Pour moi, l'aventure, elle est passionnante parce que si je me pose d'un point de vue d'observateur de la construction d'une politique publique et de la construction d'un établissement public administratif qui réunit aujourd'hui 6 membres, c'est totalement passionnant. Alors, 6 membres, on a le conseil régional, on a le conseil départemental, on a l'État sous 2 casquettes, DRAC, Éducation nationale, on a le SURCAS, qui est un syndicat intercommunal de 130 communes, tu l'as dit, on a l'université de Perpignan et la FIS de Perpignan. Donc des acteurs qui peuvent être sur cette thématique parfois assez antagonistes. Et ce qui est passionnant, Alain, c'est sur effectivement nos premiers mois d'existence effective, c'est de voir parfois ce difficile équilibre qu'il peut y avoir entre des acteurs institutionnels qui ont des visions divergentes et de voir comment, à travers cet établissement, il y a une convergence des volontés politiques sur la question du bilinguisme et de l'émergence d'une politique linguistique en faveur du catalan. Je viens de mondes assez différents, j'ai eu des expériences dans le monde rural et dans la protection de l'environnement, j'ai eu un passage dans le monde du social et travaillé aussi avec des associations. J'oublie, que le PLC réunit sur ses ailes un conseil scientifique et 25 associations. Donc, je viens aussi du monde social, où la question du travail associatif, je l'ai pratiqué, je l'ai connu. Il est intéressant d'observer, et j'ai beau le dire, j'ai l'impression qu'on ne me croit pas, que j'appelle ça en sciences administratives des fenêtres d'opportunité, c'est que j'observe un moment de convergence où tous les acteurs locaux sont favorables à une politique en faveur de l'extension de l'usage du catalan dans le département. Donc on a un moment historique, il y a plusieurs étapes historiques. Déjà, c'est la première fois qu'une administration française utilise d'abord le catalan puis le français. C'est la première fois dans l'histoire de ce département qu'on a une plateforme qui réunit, j'allais dire, quasiment l'intégralité des acteurs de la langue catalane, publics, associatifs, forces vives différentes. On a là donc un enjeu historique où on n'a pas droit à l'erreur. Parce que voilà, vous avez fait l'historique de l'émergence de l'enseignement bilingue dans le département. On a là
faire 40 ans de militantisme sur l'associatif. Il y a 3 ou 4 associations ici représentées qui sont les piliers qui ont permis cette survivance de l'usage de la langue. On est à un carrefour où réellement c'est passionnant. Alors, si j'essaie de répondre à la question de quels outils pour l'enseignement bilingue, le premier c'est qu'on est en train de construire un établissement. Et moi je suis content parce qu'on est sur une bonne voie. Encore une fois, on était en réunion à la DAZEN hier matin, au-delà d'avoir un café qui est sympathique, c'est pas partout le cas. C'est que moi je vois des acteurs pouvoir travailler aussi avec l'État, je suis fonctionnaire territorial. L'État, on a pratiqué, on n'a pas forcément un rapport facile sur ces thématiques-là. C'est qu'encore une fois, il y a une convergence politique qui va se concrétiser en moins d'1 an d'effectivité de PLC sur un acte d'engagement sur la question du bilinguisme, où on s'oriente, sur un acte d'engagement qui peut avoir une convergence de l'enseignement bilingue à tous les niveaux et au maximum. On a les 6 acteurs qui vont s'engager à converger vers. On pose le diagnostic, et là on va s'inspirer un peu de ce que vous avez fait. Parce que la chance qu'a le PLC, c'est qu'il y a l'antériorité des copains. Donc on va essayer de prendre ce qui fonctionne. Donc votre diagnostic que vous avez posé il y a quelques années, on va s'en inspirer directement. Et acte 2, c'est-à-dire qu'effectivement à nous on va rentrer dans la mécanique d'une convention spécifique sur la question de l'enseignement bilingue dans les écoles. Donc le programme, Alain, il est ouvert et la ligne elle est tracée. À côté de ça, on met en place des commissions thématiques où le contexte sanitaire ne nous aide pas. Ceci dit, on a quand même des courroies de transmission avec le collège associatif qui nous permet de travailler quand même en concertation. Et en fait, là, il ne faut pas planter, parce que ça reste des pays publics fragiles. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon témoignage après 8 mois d'effectivité sur cette école. Je vous remercie. Il a été question de différents éléments, de différents outils, des objectifs. J'ai envie de pointer 2-3 éléments et vous repasser la parole, évidemment. Les objectifs chiffrés. Le directeur de l'OPLC vient de parler de diagnostic et ensuite d'objectifs. Donc, qu'en est-il de ces objectifs chiffrés? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important de les poser au départ, régulièrement, d'avoir un suivi? Et deuxième question, les conventions. Les conventions, vous citez tous leur importance. Elles sont citées dans la loi, comme ça a été mentionné. En quoi ces conventions, si faibles soient-elles juridiquement, qui ne sont pas toujours respectées, sont-elles utiles? On peut se poser la question parce que il n'y a pas eu de convention pour le catalan, on n'a pas de convention pour le catalan, or il y a quand même des choses qui fonctionnent, des filières qui se mettent en place. En introduction, on a parlé donc des premières filières bilingues qui se mettent en place dans les années 90. On en est à quelques pourcents, donc ça a augmenté hors convention. Et donc, en quoi ces textes, ces outils sont-ils réellement utiles? Et c'est en lien, je le remets en lien avec les données chiffrées, effectivement, en travaillant, et donc là je parle un peu comme conseil scientifique de l'OPLC, on est toujours impressionné par le travail de l'OPL basque et par le diagnostic initial qui a été réalisé avant de lancer des projections et des objectifs. Alors, sur ces objectifs chiffrés, quand l'OPLB a été créé, donc le premier chantier, le chantier prioritaire, parce qu'il est toujours d'ailleurs, ça a été l'enseignement. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux volets, le volet quantitatif et le volet qualitatif. Et sur le volet quantitatif, ça a été le premier volet qui a été travaillé dès 2004. Il y a un diagnostic très précis qui a été fait du territoire, ville par ville, pour connaître l'offre présente, dans les 3 filières, publique, privée et immersive. À partir de là, on a fixé quelques objectifs en disant, secteur de collège par secteur de collège, il faut arriver à ouvrir au moins dans les 3, 4, 5 prochaines années
un certain nombre d'écoles dans telle et telle filière. Et puis après, des collèges. Il a fallu assurer cette cohérence dans le développement de l'offre. On ouvre d'abord en primaire, puis ensuite en collège et ensuite en lycée, de façon à ce que tout élève qui commence en maternelle puisse poursuivre son cursus jusqu'en terminale. Et c'est aujourd'hui le cas. Tout élève qui commence aujourd'hui en maternelle peut continuer dans la filière bilingue jusqu'en terminale dans la filière générale. Et on est en train de développer la filière technologique et professionnelle aujourd'hui. Je précise que l'OPLB ne s'occupe que d'enseignement bilingue et immersif. L'enseignement extensif ou optionnel n'est pas dans le champ de compétences de l'OPLB, ça ne fait pas partie de nos priorités, parce que on fait de la politique linguistique et bon, la langue basque n'est pas une langue romane, c'est pas comme l'occitan ou le catalan, et on sait que ça ne suffit pas pour faire des locuteurs complets, qui est l'objectif de notre projet de politique linguistique. Donc une fois que ce diagnostic a été posé, l'OPLB s'est mis en ordre de marche et a commencé donc à ouvrir des sections bilingues, et aujourd'hui on a ouvert depuis 2004 67 sections bilingues dans l'enseignement public. J'ai plus les chiffres dans l'enseignement privé et une dizaine d'écoles immersives chez HK. Voilà, puisque contrairement à Bressol, chez HK continue à se développer et souhaite ouvrir et ouvre encore régulièrement des IPH-TOLA. C'est ça, hein, Bressol il ne s'ouvre plus, Si, ils ouvrent. Ah d'accord, je me dis pas, excusez-moi. D'accord. En 2015, on a fait un petit peu le bilan de tout ce qui avait été mené à la fois sur le chantier quantitatif et le chantier qualitatif. Donc sur le chantier qualitatif, orientation par orientation, ce qui avait progressé, pas progressé. Et on a refixé la feuille de route. Voilà. Donc en termes de développement, on a vu qu'il restait quelques zones blanches, voilà, où l'offre était peu ou pas présente. Et on a dit que c'était maintenant la priorité qu'il fallait mettre en avant et développer dans ces zones-là. Et sur le chantier qualitatif, il y a deux orientations qui étaient très clairement. C'était le développement des disciplines non linguistiques en collège et en lycée, et le développement des expérimentations immersives, ou ça ne s'appelle pas immersive, c'est des expérimentations visant l'augmentation de la quantité d'enseignement en langue basque. Voilà. C'était la parade qu'on avait trouvée à l'époque pour ne pas faire de vagues. Et tout ça, ça a été construit avec l'éducation nationale. Et l'expérimentation pédagogique était quelque part l'astuce juridique qui avait été choisie pour pouvoir mettre en place de l'enseignement 100% en langue basque dans l'enseignement public. Voilà, tout ça, ça a été construit, il faut construire avec les services du rectorat. Voilà. Et donc, en 2015, on a fait ce point d'étape, on a refixé la feuille de route, et ça nous a servi de base en même temps que l'évaluation en 2016 des services de l'inspection générale de l'éducation nationale, pour rédiger la convention suivante, qui est beaucoup plus ambitieuse que les deux conventions précédentes. Et pour nous, c'est la Bible, cette convention. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un blocage en assemblée générale avec l'éducation nationale, à chaque fois on remet la signature du recteur au bas de cette convention pour dire non, ça a été signé, on ne peut pas faire marche arrière. Et c'est ce qui s'est passé sur les immersions. Dans les engagements de l'État, il est marqué l'éducation nationale s'engage à poursuivre le développement des expérimentations immersives dans l'enseignement public. Donc à partir du moment où c'était acté et signé, il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas. Et la convention elle était 2017-2022, on est en 2020, donc au moins pour 2 ans, ça doit continuer. Et ça continuera encore parce que c'est quelque chose, c'est impensable dans la prochaine convention qui sera signée que ce soit retiré. Ce serait politiquement intenable de toute façon au Pays Basque de ne pas remettre ça dans la prochaine convention. Et juste pour dire aussi sur l'importance des offices, je crois que l'office est un outil, en tout cas moi je trouve que l'office au Pays Basque c'est un outil fort et puissant, mais c'est un outil fort et puissant parce qu'il y a aussi une demande sociale forte, et donc qui dit demande sociale forte dit soutien politique fort. Voilà, parce que les politiques ils vont là où les citoyens veulent aller aussi. Et on n'aurait jamais obtenu ce qu'on a obtenu à l'office public là, et au Pays Basque en général, avec le soutien de toutes les associations, l'ICAJI, même l'enseignement privé s'est associé à la démarche. On n'aurait jamais obtenu ça si
avec l'Office seul. Voilà, très clairement. C'est parce qu'il y a eu toute cette mobilisation générale autour de cette question. Voilà, donc l'outil, c'est un Office. Bon, une Ferrari dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas conduire, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est exactement ça. Il faut que derrière il y ait cette demande sociale et ce soutien politique fort. Voilà. Et c'est pas facile pour l'État, en général, de se retrouver confronté aux 3 représentants de la région, aux 3 représentants du département, aux 3 représentants de la CATV, qui font tir de barrage. Voilà, quand il y a un blocage comme ça, et ils se retrouvent confrontés à ces 3 collectivités qui rappellent la signature de l'État. Voilà. Merci. Sur les données chiffrées, sur l'importance de l'utilité des textes convention. Non, pour les conventions, moi je pense effectivement que c'est quelque chose de très important parce que ça pose des bases, mais la convention par elle-même, elle n'est pas suffisante et on l'a bien vu en Bretagne sur la convention qu'il y avait eu en 2004-2010 où il y avait eu donc un objectif de 20 000 élèves qui avait été posé, mais simplement la convention avait été signée, mais derrière rien n'avait été mis en place pour que cette convention se traduise dans le concret. Et donc ce qui manquait au départ, c'était justement l'outil technique qui permet de réaliser les objectifs qui sont énoncés dans la Convention. Et donc, la Convention, c'est un texte politique, le résultat d'une négociation entre l'État et les collectivités locales, et derrière, on a besoin donc d'outils pour mettre en place ce qui a été négocié, et c'est le rôle que nous jouons en tant qu'office public. Et je crois que là, en tout cas en Bretagne, depuis la mise en place de l'office public, la convention qui autrefois était un texte qui était plus ou moins bien suivi, maintenant, même si on n'a pas 100%, on a quand même réussi à concrétiser pas mal des objectifs qui étaient dans cette convention, améliorer les choses qui étaient dans les conventions passées mais qui ne fonctionnaient pas bien, et donc de convention en convention, on arrive à affiner, avancer, éliminer les obstacles les uns après les autres pour être plus efficace et perdre moins de temps. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, perdre moins de temps. Alors que il y a quelques années, à peu près au moins 50% des projets de création de nouveaux sites bilingues échouent. Or aujourd'hui, quand on démarre un projet à l'automne, plus de 80%, on sait qu'il va ouvrir. Et ça, c'est quand même une grosse différence. Donc il faut les deux. Quand les deux fonctionnent bien ensemble, on arrive à avancer. Et comme disait le président Dolovel tout à l'heure, on sent bien que l'État, quand il a un rapport de force local, quand les collectivités sont décidées, ont une vision claire, l'État est prêt aussi à avancer localement pour développer l'enseignement. Mais il faut toujours être sur son dos. Et la convention est là, il y a des signatures, il y a des choses qui ont été écrites, il faut les faire accepter. Pour rappeler qu'en fait, selon le Code de l'éducation, sur le même article, F7210, l'enseignement des langues régionales en France repose sur une double facultativité en fait. C'est un mot qui existe, on peut le prendre parce que je pense qu'il vous parle. À la fois, il est facultatif pour les familles, c'est très explicitement exposé dans l'article, l'enseignement facultatif des langues régionales, etc. Mais il est aussi à la fois facultatif pour les services de l'éducation nationale, puisque l'article F7210 dispose qu'un enseignement de langue et culture régionale peut être dispensé. Ce n'est pas un enseignement de langue et culture régionale est dispensé, sur une portée juridique complètement différente, c'est un enseignement des langues et culture régionale peut être dispensé. Et dans ce cadre-là, effectivement, d'avoir des conventions permet d'engager les services de l'éducation nationale, les collectivités territoriales aussi, sur un partenariat pour développer plus avant les langues régionales. Alors pour résumer, pour dire, est-ce que les conventions sont nécessaires? Je dirais oui. Et comment est-ce qu'elles sont suffisantes? Non. Comme le rappelaient les collègues, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une convention que tout va fonctionner et l'implication de tout le monde est demandée. En tout cas, sur la question occitane, là où je peux témoigner, c'est que là, nous en sommes à la deuxième génération de conventions. Parce que ces conventions sont issues de la loi de 2015 d'orientation de programmation pour l'avenir de l'école, 2005 pardon. Et donc nous, pour l'Occitan, les premières conventions ont été signées dans les années 2007, 2008, 2009, etc.
Donc là, on est à la deuxième génération. Mais toutes les académies n'ont pas signé des conventions avec les collectivités territoriales. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que là où il y a eu des conventions avec les collectivités territoriales et les rectorats, les choses ont beaucoup plus avancé que là où il n'y avait pas de convention. Alors effectivement, on peut toujours avancer l'absence de convention, puisque là, une convention, c'est quoi? Ce sont des parties qui s'associent pour mettre en commun des moyens éventuellement, des objectifs, etc. Donc, on peut très bien avancer sans convention. Mais avec convention, ça facilite beaucoup les choses. En tout cas, nous, sur la langue occitane, ça nous a quand même permis de mettre en place une concertation permanente avec les services de l'éducation nationale et de la formaliser, de mettre en place de nouveaux dispositifs d'accompagnement de l'enseignement de la langue occitane. Ça nous a permis de fixer des objectifs à atteindre, en sachant que ces objectifs, on est quand même en grande difficulté pour les remplir, très concrètement, aujourd'hui. Mais on a quand même des objectifs à atteindre, ça nous donne quelque part un horizon, et ça c'est quand même indispensable dans le cadre des politiques publiques. On ne peut plus avoir aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, une politique publique sans qu'il y ait à la fois des objectifs à atteindre, alors les objectifs soient atteignables évidemment, et partagés, mais aussi des indicateurs d'évaluation qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est de l'atteinte de ces objectifs. Et ces conventions installent aussi l'Observatoire de la langue occitane de l'Office, avec des missions très précises qui nous sont confiées pour évaluer les politiques menées dans ce terme. C'est-à-dire tous les ans, on mesure, comme les autres offices, les effectifs des élèves, etc., le nombre d'heures. On s'aperçoit notamment que sur les horaires d'enseignement, il y a des établissements pour lesquels le nombre d'heures ne correspond pas au texte. Par exemple, on a les établissements, collèges ou au lycée, où les élèves n'ont qu'une heure d'occitan chaque semaine. Bon, ça, la convention, vraiment, c'est illégal. Ni dans la convention, ni d'ailleurs dans les textes, même de la réforme du lycée, en option, on a 3 heures d'occitan. Dans le lycée, on a 3 heures d'occitan au lycée. Dans un établissement, il n'y a qu'une heure d'occitan. Voilà, donc ça, on est en train de mettre en place des outils dans le cadre de ces conventions pour arriver à quelque part régulariser toutes ces situations. Peut-être dire quelque chose aussi sur cette convention, c'est que également ça permet de sortir de la confrontation avec l'État pour entrer dans une relation de collaboration. Par exemple, nous, en Bretagne, le fait qu'aujourd'hui les projets soient inscrits à l'avance, 2 ans à l'avance, ça veut dire qu'en septembre, l'inspecteur de circonscription, il sait que dans sa circonscription, il va devoir ouvrir une école, et il sait où. Et c'est ça, c'est dans sa feuille de route. Il doit l'ouvrir. C'est à lui de faire l'information auprès des collectivités, auprès des équipes pédagogiques. Donc ça change tout. C'est inscrit, c'est prévu, voilà. Donc après, ça se déroule. Donc on change complètement la relation par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, où tout se faisait en rapport de force, avec groupement de parents, manifestation, etc. Donc on change le paradigme. D'accord, merci. On arrive à la fin. Je voudrais donc je retiens l'idée de concertation de différents acteurs qui sont autour de la table, mais aussi de données chiffrées et de prévisionnelles, comme vient de dire le directeur de l'Office de langue bretonne. Tout ça, c'est toujours quand même en rapport avec alors, j'ai du mal à parler de demande, mais en tout cas de contexte social et de l'environnement des familles et de chaque contexte. Et donc, est-ce que, peut-être, Pierre Alisson, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur quel est le rapport, l'articulation qui est pensée et dans quelle mesure c'est important entre les collectivités locales et l'office outil dans cette optique de concertation avec l'État. Bon, déjà dans mon propos préalable, j'ai oublié d'indiquer quelque chose sur la nature de l'OPLC. Alors effectivement, on est un GIP, donc établissement public administratif, mais on est en train de construire un outil sensiblement différent de ceux de mes voisins, dans le sens où l'OPLC aura une maîtrise d'ouvrage directe sur ses actions portées en faveur de la langue. C'est-à-dire que l'OPLC n'est pas en train de se transformer en organisme cofinanceur. Alors, on a essuyé des critiques lors de la création en disant effectivement le budget de l'OPLC est très petit par rapport aux voisins déjà ancrés sur
les autres zones des langues de France avec des budgets en millions. Oui, sauf que ce n'est pas les mêmes missions qui sont en train de se dessiner. Donc, si l'OPLC aujourd'hui a un budget de fonctionnement propre pour porter des actions en propre, il faut noter que les lignes langues des membres fondateurs sont restées là où elles sont. Il n'y a pas eu de transfert du conseil régional, du conseil départemental, en commun des lignes État et de la DRAC sur le financement des langues, de la langue catalane. Et le financement du fonctionnement de l'OPLC est venu en plus, est venu se soustraire déjà à ces lignes des membres statutaires. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, qu'est-ce qu'on demande à l'OPLC? On demande d'être un outil stratégique, effectivement une table ronde, un carrefour. Et alors, je souris derrière mon masque, mais on est en train d'élaborer les premiers documents de communication en commun. Je passe beaucoup de temps à faire des allers-retours entre les membres pour que ça puisse satisfaire et converger vers une forme d'unanimité dans un document de communication. C'est très symbolique parce que c'est le premier. Et puis il ne faut pas se louper parce qu'on va essayer de continuer à dérouler une campagne de communication sur donner envie d'eux. On reste persuadé que si on a la structure qui va avec pour apprendre la langue, j'ai des gamins qui sont en école immersive, donc je touche aussi du doigt au quotidien à la maison cette difficulté, c'est que vous allez mettre en place des outils d'apprentissage d'une langue, s'il n'y a pas envie d'apprendre, vous ne l'apprenez pas. Hein. Donc il y a aussi tous ces volets de communication qu'on aimerait développer sur le prestige de la langue, mais jouer sur la convergence des points de vue au sein d'un office pour produire une image, voilà, je savais que ça allait être compliqué, mais c'est intéressant au quotidien. Merci. Il faut qu'on conclue, donc je vous propose de prendre 2 questions et demie dans la salle. Attends que j'ai fini, Marie-Jeanne, avant de lever le doigt. Tant qu'elle lève par 3 mains, donc, la demi-question, c'est Marie-Jeanne, et sinon il y en a une là, et 1, 2, 3, allez, 3 et demi. 3 plus Marie-Jeanne. Est-ce qu'il y a un micro Si c'est pas enregistré, je peux parler sans micro. Non, je sais, tu peux parler. D'abord, je remercie Pierre Lissos qu'il a dit à la fin, parce que c'est vrai que de poser la question de l'environnement qu'il est, c'est extrêmement pertinent. Parce que c'est vrai que moi j'allais la poser autrement. Le bilingue, bien sûr qu'on est convaincu qu'il faut du bilingue pour apprendre. Mais en même temps, quand on regarde le maillage de notre territoire, quel qu'il soit, sauf le Pays Basque ou la Corse, on se rend bien compte que le bilingue est extrêmement minoritaire. Donc comment faire pour que ces points forts irriguent les autres points un peu plus faibles? Autrement dit, comment faire pour que, selon l'expression des Corses, l'école dans le bocal, il n'y ait pas le bocal du bilingue à côté d'un vaste désert? Après, une question toute bête. C'était une demi-question, pas 3. Comparaison des budgets des différents offices, quand on la regarde, on n'a pas dit ici, hein, c'est un gros mot. Mais quand on sait que les Basques ont 800 000 € pour un département, l'Occitan a à peu près la même chose pour 22, je ne me trompe pas, je suis mauvaise en chiffres, mais en termes de proportion, c'est terrible et c'est des questions qu'il faudrait poser. Ce qui est bien, c'est que l'office existe, ce qui est bien, c'est la coopération, mais il fait dénoncer le scandale d'inégalité républicaine qui consiste à donner énormément, tant mieux pour les Basques. On veut surtout pas qu'ils aient moins, mais que leur langue aussi est autant. D'accord, c'était pas une question, donc parfait. Pierre, c'est c'était rapide, tu remarqueras. Il y avait des questions interminables, il y avait une intervention rapide. Sur la question juste des déséquilibres apparents des budgets, bon après je ne parlerai pas à la place de mes collègues basques, mais je crois que vous financez quand même le réseau des écoles jusqu'à là. Oui. Disons que sur les presque 4 millions de budget de l'office, bon, il y en a 400 000 qui viennent, sur ces 4 millions, il y en a 400 000 aussi qui viennent de la communauté autonome basque, hein, qui contribuent au budget d'office. Et donc la moitié du budget d'office part directement aux opérateurs. Voilà, c'est 2 millions qui sont distribués aux opérateurs. Et sur ces 2 millions, il y en a 1,5 million quasiment qui sont distribués à une dizaine d'opérateurs majeurs, dont ICHD et le réseau des écoles immersives. Mais on finance le réseau des écoles immersives sur la part fonctionnement de la fédération, pas sur la part de fonctionnement des écoles ou de financement des enseignants. On ne va pas sur ce domaine-là. Hein. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on on est
de manière collective, on veut faire. Alors, on ne sait pas comment on va le faire, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on a une feuille blanche. On n'a pas un carnet de chèques, ça n'existe pas. Et par contre, on a un départ. Et pour commencer, voilà, à la place qui est la mienne, je trouve que c'est quand même assez confortable. J'ai connu des situations de départ d'institutions qui étaient plus compliquées. Ensuite, Jacques. Sur le budget. Pour l'Office public de la langue occitane, on a un budget qui est de 2,7 millions. Et en fonctionnement, on est à peu près à 300 000 euros. Et pour nos budgets propres, on va avoir à peu près 50 000. 50 000. Alors, chiffre à peu près. On est à 365 000 euros de budget de fonctionnement. Voilà. Pour 22 départs. Donc c'est uniquement en fonctionnement, hein. 1,7 million. Vous êtes arrivé Alors, il y en avait une ici, et une ici, et une ici. Ça fait pas 2,5, mais bon. Attends, qui Je voudrais peut-être pas mal un peu naïf à certains, mais j'aimerais comprendre l'articulation entre la volonté politique des offices et les capacités à créer concrètement sur le terrain une classe bilingue, un enseignement bilingue. Parce que c'est quand même le rectorat qui, en dernier recours, a la possibilité ou non de créer un enseignement bilingue dans tel établissement. Et pour avoir participé à des commissions paritaires et au CALR, c'est quand même le rectorat qui a la main là-dessus. Et les offices, moi je ne comprends pas comment vous arrivez à créer à pouvoir créer, je voudrais comprendre. articulation donc pour le son des offices et avec le résultat d'ouverture de classe bilingue. Olivier, tu peux nous... Au départ, il y a un lobby politique, hein, qui doit être posé pour que les objectifs soient inscrits, qu'ils soient votés, qu'ils soient clairs. Mais après, il faut les familles, donc il faut les informer, et il faut des enfants qui s'inscrivent. Et sans l'outil public, il n'y aura pas d'information des familles. Parce que même si la loi dit que les familles seront informées, l'État n'informe pas les familles. Les communes n'informent pas les familles. Les équipes pédagogiques n'informent pas les familles. Donc qui informe la famille? L'OPLP. Les associations. Alors les associations, souvent elles arrivent après. Non. C'est ça. Au départ, les associations arrivent au départ puisque les sites ouvraient lorsqu'il y avait une association de parents qui se créait et qui engageait un rapport de force avec l'État. Et justement, c'est ça qui a changé ces dernières années. C'est que maintenant, on arrive à ouvrir sans association au départ. Puisque dans la convention, au CLR, les projets sont inscrits. Et après, il faut informer les familles, il faut que les enfants soient préinscrits. Mais effectivement, en dernier ressort, c'est le DAZEN qui dit oui, ça ouvre ou non, ça n'ouvre pas. Mais la clé, c'est l'inscription des familles. Hein? Eh ben, il faut quand même des élèves, parce que si vous n'avez que 3 élèves, bien sûr, donc c'est ça, tout le travail est à faire. C'est que la convention est extrêmement importante, mais derrière, il faut un travail technique pour traduire cette convention dans le concret. Sinon, elle reste, oui, c'est une signature, voilà, on pose un objectif en Bretagne, c'était 20 000, on aurait pu mettre 10 000, ça ne change absolument rien. Et c'est quand même la convention qui détermine la volonté de l'éducation nationale d'accepter. Bien sûr, parce qu'il y a une négociation, et puis ensuite, à travers cette convention, nous avons, en Bretagne, cette carte d'école qui est revue tous les 2 ans, où les projets sont inscrits. C'est-à-dire que en septembre, l'IEN de circonscription, il a sa feuille de route et il sait que dans sa circonscription, il est prévu cette année d'ouvrir une école, 2 écoles. Et il doit faire le travail. C'est lui qui appelle le maire pour lui dire Monsieur le maire, voilà, Monsieur le recteur souhaiterait ouvrir une filière bilingue dans votre commune. Et nous travaillons en commun avec l'OPLP et voici comment ça se passe. Moi je trouve que ça fait un peu artificiel dans la mesure où, enfin je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais vu que tu représentes l'Office public de la langue bretonne, il faut savoir qu'en Bretagne, il existe 2 langues, il y a à peu près la même quantité de locuteurs. Alors, nous, on n'a pas de convention. On ne sait pas pourquoi. Quelle est la question? Parce qu'il faut qu'on passe à la suivante. Ma question était de dire que c'est un peu artificiel
cette forme de stratégie qui s'inscrit dans un territoire. Alors, quelle est la stratégie de l'Office public pour installer des écoles bilingues en Bretagne? La région a effectué en 2018 une enquête socio-linguistique. Il y avait donc des questions sur la connaissance et la pratique de la langue, mais aussi sur les attentes des populations. Et donc là, les choses sont très claires. Les 3/4 des Bretons sont favorables à plus d'enseignement de la langue bretonne. Donc voilà, à partir de ça. Pour ce qui concerne la langue occitane, par exemple, notre office a piloté l'écriture et les négociations qui ont lieu autour des conventions. Et dans ces conventions, nous, l'office, on est quoi? On est les régions et l'État, et l'éducation nationale, puisque on a comme vice-président le recteur de l'Académie de Toulouse, qui a une mission interacadémique sur cette question. Et dans le cadre de cette convention, l'État, le ministère de l'Éducation nationale, s'engage à ouvrir tant d'écoles bilingues, et on fixe dans ces conventions le qui fait quoi. Et notamment comment on associe les associations de parents d'élèves. On va décliner ces conventions académiques dans des conventions, notamment avec OCDI, qui va venir en appui de ces conventions. En fait, convention nationale, convention académique, puis convention avec OCDI qui va décliner qui fait quoi et comment OCDI va venir en appui de la mise en œuvre de ces conventions. Et tout est fixé dans la convention. C'est le cadre qui est fixé et ensuite on déroule les actions. Alors, les deux dernières questions, parce que c'est pas possible, on doit rendre le micro, comme ils disent, et passer à la deuxième. Donc, Rémi Toulouat Duliez et ensuite Martine Rabu Orbi. Et si vous. Voilà, faites-nous les questions en même temps, vite fait, et on répond rapidement. Moi, c'était sur le développement s'associe forcément à la formation des enseignants. Alors nous, la formation en langue pose problème puisqu'on manque d'enseignants bilingues en l'hôpital. Et c'est la grande barrière qui empêche le développement. Donc je voudrais savoir quel est le financement mis en place par les offices publics pour aider à la formation en langue ou à la préparation au concours. Rémi, question? Moi, c'est une question très simple aussi qui s'adresse à tous les représentants. Je sais un peu comment ça se passe en Bretagne, j'ai vu. Quelle est la part en fait que vous prenez authentiquement dans l'accompagnement du développement de manière plurielle? Nous, on est très à l'aise pour parler du développement de l'enseignement bilingue ou du mot langue régionale à l'école publique. Vous avez compétences aussi sur les autres réseaux, professionnels ou associatifs. Quelle est la part authentiquement que vous prenez? Quel rôle vous jouez? J'aimerais savoir ça, entre ce qui est écrit dans les conventions et dans les textes et la réalité, les faits en pratique. Je crois qu'il y a des écarts. En tout cas, chez nous, il y a un écart. On va savoir comment ça se passe ailleurs. Donc, je donne la parole à Olivier Nioc pour la question sur la formation et puis aussi sur l'intervention pour les différentes modalités. Alors, sur la formation, on a été confronté ces dernières années au manque d'enseignants bilingues, aussi bien dans le premier que dans le second degré. On a mis en place depuis 4-5 ans tout un tas de dispositifs de bourse, des dispositifs de formation des enseignants titulaires, des dispositifs transfrontaliers de formation des enseignants. C'était environ, en 2019-2020, c'est plus de 115 000 euros qui ont été investis sur ces dispositifs-là, en partenariat avec l'Éducation nationale, pour certains d'entre eux. L'Éducation nationale mettant beaucoup au pot commun dans cette affaire-là, puisqu'il a fallu remplacer les enseignants titulaires pendant des formations de 10 mois, dispensées par l'université, mettre des enseignants du premier degré et du second degré à disposition de l'université pour assurer la formation de ces enseignants. Donc l'Éducation nationale y est venue, parce que l'OPLB a aussi fait pression pour que l'Éducation nationale vienne. Au départ, l'Éducation nationale disait non, c'est pas mon problème, le concours ne rend pas, c'est un problème de la société, donc l'OPLB doit prendre à sa charge. On a dit non, on prendra notre charge si l'Éducation nationale vient au moins à part égale avec l'OPLB. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et finalement, ça s'est très bien passé. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a trop d'enseignants. Voilà. On est passé d'une situation avec pas assez d'enseignants en 2019-2020, et on arrive en 2020-2021, on est obligé d'envoyer 11 enseignants bilingues basques en Béarn pour enseigner en français. Voilà l'absurdité de la situation. Et c'est pour ça que l'OPLB fait pression sur l'Éducation nationale pour arriver à faire une programmation pluriannuelle des besoins en enseignants sur la base des parents retraite, sur la base des montées de cohorte, etc. Puisqu'on a une connaissance fine du terrain. Alors, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Les congés maternité, c'est difficile de les prévoir, mais
Il n'empêche qu'on connaît bien la sociologie de notre professorat en langue basque et qu'on est capable, en tout cas, de par la connaissance fine du terrain qu'on a, d'aller vers une programmation pluriannuelle qui permettrait de mieux calibrer aussi les postes concours, etc. Voilà. Et après, pour répondre à la question sur le financement des différents réseaux, etc., alors, l'accompagnement. Alors, très clairement, nous, sur le réseau immersif, ils sont assez indépendants, c'est les bases qui sont plutôt indépendants. Donc, ils se débrouillent, je dirais, tout seuls dans la manière de mener leurs affaires et on les accompagne sur la partie financement de la fédération, donc ils ont une subvention de 400 000 euros par an environ, et ensuite on les accompagne, parce qu'il y a une convention qui signe avec l'Éducation nationale, le réseau CHK et l'OPLB, on les accompagne dans les réunions de concertation sur le calibrage des moyens. Voilà. Et on fait quelque part tampon dans les réunions de concertation. Voilà. Souvent, CHK demande ça, l'Éducation nationale propose ça, et l'OPLB arrive à proposer quelque chose d'intermédiaire. Mais concrètement, dans mon travail, moi, à l'OPLB, et l'équipe technique de l'OPLB, moi, 95% de mon temps de travail, c'est sur l'enseignement public. Voilà. Merci à tous les quatre. On ne peut pas prendre plus. Je suis sûr que vous pourrez poser vos questions et faire vos commentaires sur les séances qui vont suivre. Vous avez de toute manière à coller ce que vous voudrez. Donc, merci à tous les quatre. Et de toute manière, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail et un intérêt que je vois à continuer de travailler de concert ensemble et avec le ministère. Merci.